Je vous en prie, prenez le deuxième fauteuil. Alors j'ai deux tablettes parce qu'il y en a une où je vais regarder régulièrement s'il y a des questions qui nous sont posées ou des commentaires qui nous sont donnés. Première question, donc j'ai dit 20 ans chez SAP, plus récemment chez HP, oui. Et aujourd'hui, voilà, plein de projets. Ah oui, bien sûr. D'abord, je suis heureux d'être de retour en France. J'apprécie ce que Alain vient de dire. C'est un beau pays où il y a plein de choses à faire, donc ravi d'être au retour et je compte m'appliquer. Alors, cette semaine, ça tombe bien, on a vu le rachat un peu incroyable hein, d'une société qui s'appelle Instagram, qui fait des photos, enfin on peut retoucher ses photos sur réseau social par Facebook, 1 milliard de dollars, une société qui a seulement 12 personnes, pas de business model. Alors on ne va pas revenir sur cette application en tant que telle, mais qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de fait? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est le prix d'une innovation? Est-ce que, voilà, Ben vous savez, la première chose que ça m'a inspiré, c'est un petit pincement de cœur parce que il y a 2 mois, peut-être un peu plus, Kodak a déposé son bilan. Alors quand on pense à Kodak et tout ce que Kodak a pu faire pour tout ce qui est photo, et puis on voit que ça disparaît, et puis une petite société avec 12 personnes se fait racheter pour 1 milliard, on se rend compte de ce qui se passe dans le monde de la technologie. Alors, sans vouloir rentrer dans les commentaires si c'est cher ou pas cher, il suffit de regarder le prix probable de Facebook. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que Facebook, comme d'ailleurs Google et d'autres, ont créé une énorme plateforme. Et cette plateforme est une plateforme d'échange, une plateforme qui sert à communiquer, une plateforme qui sert à échanger des données, une plateforme qui sert à capter des données. Et donc il faut tout faire pour enrichir cette plateforme, pour attirer tout le temps des innovations sur cette plateforme, pour attirer du trafic. Et donc, le business model change, et vous voyez bien à travers cet achat, et d'ailleurs à travers la valorisation de Facebook, toute l'importance que prennent les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie quotidienne et de plus en plus dans le monde des affaires. Alors, parlons aussi de toutes ces technologies aujourd'hui. On va en parler pendant ces 3 jours, on va parler de mots alors, un peu barbares, si on ne sait pas ce qui se cache derrière. On parle de big data, de cloud computing, de mobilité. Voilà, tout ça, c'est un impact considérable. Vous appelez ça, il y a le côté entreprise numérique, hein, on est autour de ça. Bien, moi je crois qu'on est en train de vivre la plus grande révolution technologique de l'informatique. On en a connu une autre il y a une vingtaine d'années qui était le PC et tout ce qui était le client-serveur. Ce qui est en train de nous arriver maintenant est facteur 1000, facteur 10 000 plus puissant en termes d'impact et en termes de changement de société et de conduite de business. Tous ces éléments que vous venez de citer, le big data, le fast data, le cloud computing, mobile computing, et on pourra parler de tout ce qui est machine to machine, donc toute la connectivité. L'Internet des objets aussi qui voilà, va être... l'Internet des objets, on parle de 20 milliards d'objets qui seront connectés ou connectables dans 3-4 ans. Ça change fondamentalement le fonctionnement même du monde des entreprises et donc de l'économie. Et je pense qu'on peut commencer à relever de quelque chose que tous ceux qui ont fait de l'informatique depuis 20-30 ans ont toujours essayé de faire, à savoir l'entreprise numérique, voire même la société numérique. Pour le dire autrement, on peut tout numériser, de la production jusqu'au client. On peut donc numériser les échanges, on peut automatiser les échanges, on peut créer beaucoup d'intelligence dans les échanges, et tout ce qui est big data et mobile feront en sorte que ces échanges auront énormément de contenu et énormément de savoir. Et donc on peut vraiment tisser une toile, cette fois-ci réellement planétaire, où on gomme la notion de distance, la notion de temps, et vous pouvez imaginer un grand système qui gère tout ce qui est routine entre des entreprises, entre des êtres humains, entre des nations, d'une manière totalement automatisée. Je ne vous parle pas de tous les effets de productivité, je ne vous parle pas de tous les effets de non-consommation de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc je pense que nous sommes devant une ère qui est réellement enchantante, qui va nous amener énormément de productivité, et je pense que c'est le moment jamais d'y aller, et d'y aller franchement. Alors l'entreprise numérique, on va en reparler dans un instant, parce que j'aimerais qu'on voit, vous êtes vraiment une expérience multiculturelle, vous connaissez bien l'Allemagne, la France, les États-Unis, enfin beaucoup de pays du monde, on va en reparler dans un instant. Je rebondis sur un mot qui est passé dans une petite question qui est passée dans notre application ConnexMe. Est-ce qu'on est dans l'IT révolution ou l'IT maturation ? Les deux, mon capitaine. Voilà, bon. Nous sommes dans une industrie qui a le talent extraordinaire de manger ses enfants.
juste pour la petite histoire, des boîtes comme Google se sont créées tout d'abord pour détruire Microsoft. Donc on adore dans cette industrie s'attaquer à des plateformes qui ont des positions très fortes pour en créer une autre sous d'autres logiques, sous d'autres technologies. Et comme nous sommes une industrie qui peut très vite croître, on peut en effet vraiment détruire le modèle précédent. Donc Schumpeter est en pleine action là. Et donc on est en même temps en vie une maturation et une révolution. Alors parlons justement, on parle beaucoup aujourd'hui, on reparlera dans un instant dans la table ronde animée par Nicolas Dose de politique et de numérique. On entend beaucoup nos hommes politiques parler de réindustrialisation et vous dites en Allemagne, il y a un modèle à suivre aussi dans cette réindustrialisation. Ça fonctionne, le tissu des PME qui se connectent entre elles, ça fonctionne grâce au numérique. Bien oui, au début de la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé d'Allemagne, ça s'est assez un peu après, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Haïti. Et on m'a demandé d'intervenir récemment sur le sujet, et j'ai essayé d'expliquer aux participants à un colloque comment fonctionnait le tissu industriel allemand. Donc, vous connaissez les chiffres, je ne vais pas revenir dessus. L'Allemagne produit environ 24 à 25% de son PIB par de l'industrie, et c'est souvent que de l'industrie à forte valeur ajoutée. Il n'y a pas beaucoup de matières premières en Allemagne. Et ce qui caractérise le tissu industriel allemand, c'est environ 15 000 entreprises PME qui ont une taille réelle, donc entre 500 millions et 5 milliards. Et pour utiliser un terme un peu vulgaire, qui chassent en meute. Et pour faire ceci, et d'ailleurs pour produire, ils travaillent de manière collaborative avec des grandes sociétés. Il y a un terme allemand qui caractérise la relation entre une grande entreprise et un fournisseur, ça s'appelle Zulieferer, à savoir apporteur de valeur. Le terme sous-traitant n'existe pas. Et sous-traitant veut bien dire autre chose. Mais les Allemands, non seulement qui sont très bons dans tout ce qui est innovation industrielle, pour ce faire, ont créé des process. Et ces process sont des process qui vont de bout en bout, à savoir couvrent l'écosystème dans son ensemble, de la matière première jusqu'au client final. Et dès les années 80, ça a été numérisé en Allemagne. Donc SAP, c'est un peu ça, c'est l'origine de SAP, c'est la numérisation de ces process. Et aujourd'hui, c'est totalement dans les mœurs. Il n'y a pas une seule PME allemande qui n'est pas totalement numérisée. Et ça, c'est parce que le titre de notre rendez-vous, c'est les raisons d'être optimiste. En France, là, vous parlez numérisation dans les années 80. Bon, on sait que dans le monde du numérique, on peut aller très vite, rattraper son retard. Mais en France, vous sentez, voilà, il y a des choses à faire encore. Je crois que vous trouvez que les PME ne sont pas encore assez dans le numérique aujourd'hui. Il faut les inciter davantage. Bien, il y a des chiffres là-dessus. Il y a des chiffres qui disent qu'il n'y a qu'un pourcentage relativement faible de PME qui ont leur propre site Internet, etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez aussi bien que moi. J'ai envie de dire aux PME, n'ayez pas peur. Le numérique est une opportunité extraordinaire pour, au fait, donner aux PME une chance d'égal à égal à traiter dans le monde entier. C'est la seule technologie qui existe qui permet à quelqu'un d'être partout en même temps. C'est la seule technologie qui permet de gommer, si vous voulez, l'effet de taille. C'est la seule technologie qui permet de gommer la notion de temps. C'est la seule technologie qui permet à une PME de petite taille d'être partout dans le monde. Alors, il faut bien être conscient que quand on veut se numériser, ce n'est pas qu'un problème technique. La technologie est relativement simple. Quand on se numérise, on se dévoile. Et donc toutes les faiblesses qu'on peut avoir par ailleurs deviennent apparentes. Donc c'est une incitation à devenir meilleur, et qui ne veut pas devenir meilleur, mais j'encourage fortement nos PME qui ont beaucoup de choses à dire et à faire dans le monde entier, de s'embarquer là-dessus, de devenir des entreprises totalement numérisées pour leur donner une véritable chance pour le futur. Alors, dans tous les changements aujourd'hui qui impactent l'organisation de l'entreprise, voilà, comment on peut les appréhender un peu tout ça? Vous, lorsqu'on a préparé cette interview, vous m'avez dit on a peut-être perdu l'envie de progrès dans les années 70 et là il faut le retrouver. Ben oui, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tout ce qu'on entend d'abord, c'est tous les dangers qu'elle peut créer. N'ayons pas peur.
Bien sûr que des technologies peuvent créer un certain nombre de problèmes. On va les maîtriser, c'est pas très grave. Mais il faut y aller, il faut s'attaquer à ça. Vous savez, un jour, j'ai été convoqué dans les années 90, fin des années 90, par le ministère des Finances et de l'Industrie pour aider à la première vague de l'Internet en France. Il y en a eu un grand débat et j'avais suggéré à l'époque que dorénavant, l'État ne publie ses appels d'offres plus que sur Internet et plus dans le journal officiel. Et on a eu un grand débat et un haut fonctionnaire nous a expliqué dans des mots très doctes que c'était pas possible, qu'il y avait une imprimerie d'État qui employait je ne sais combien de personnes et que si on allait faire ça, on allait les tuer. Et je me suis permis de dire d'une manière un peu cynique et un peu ironique que les moines ont dû dire la même chose à l'époque de Gutenberg. Et eux, au moins, ils pouvaient se recycler dans la prière, c'est vrai, mais il y a tous ces progrès technologiques. Il faut non pas se dire, essayons de faire une ligne Maginot pour ne surtout pas se laisser envahir. Il faut dire, il faut enlever la ligne Maginot, prenons cette technologie, mettons-y nos meilleurs efforts, tirons-en la quintessence, à savoir la productivité, et faisons en sorte que tous les talents que nous pouvons libérer ainsi peuvent se déployer de la manière la plus optimale possible. Alors une question, je rebondis dessus. Pour une PME, se numériser, c'est aussi se dévoiler. Est-ce que là, il y a un souci culturel aussi quelque part? Vous parliez tout à l'heure, les Allemands, je reprends votre expression, chassent en meute. Est-ce que nous, en France, on est plus individualiste? Enfin, les PME ont du mal à partager, à collaborer? Mais j'ai envie de retourner l'argument. Elles doivent se dévoiler. Elles sont bonnes, donc pourquoi ne pas se dévoiler? Et s'ils ont quelques problèmes de process ou je ne sais quoi, autant il faut bien l'améliorer. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour faire du progrès. On en revient à cette notion de progrès. Et quand on progresse, on devient meilleur. Et quand on devient meilleur, eh bien, on assure la pérennité de son entreprise. Alors, une toute dernière question. Aujourd'hui, on voit des pays émergents qui vont très vite. La Chine, l'Inde, le Brésil, enfin voilà, il y en a la Corée du Sud. On peut en trouver d'autres plus petits. Parfois on a l'impression de se dire bon c'est perdu quoi, ils arrivent en masse, on voit des délocalisations, tout un tas de choses, voilà, alors que le numérique devrait être porteur d'espoir par rapport à ça. Eh bien moi je crois que justement seulement le numérique peut nous donner une vraie chance de traiter d'égal à égal avec la Chine. Alors il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je rappelle à tout le monde, mais c'est un fait connu, la Corée du Sud après la guerre de Corée était le 3e pays le plus pauvre de la planète. Rien que ça. Et aujourd'hui, c'est la 9e ou la 10e économie, notamment parce qu'ils ont investi lourdement en technologie. Samsung est aujourd'hui la première société technologique au monde. Pas l'oublier ça. Si demain matin Samsung arrête de vendre des composants, notamment Apple, il n'y a plus Apple. Bon, si Apple n'achète pas les composants, c'est pareil. Mais bon, ça veut quand même dire que voilà, une entreprise qui, a 50 ans, n'existait à peine, est devenue une pièce maîtresse sur l'échiquier de la technologie. Et donc, je crois que nous, on a du talent, on a un savoir-faire, ça a été évoqué tout à l'heure, on a tout un tas d'atouts. La technologie peut nous donner la chance de traiter d'égal à égal avec des grands pays comme le Brésil ou la Chine et de faire jeu égal avec des pays comme la Corée. Il faut juste ne pas avoir peur. Et nous, on a une tendance à voir le verre à moitié vide. Et je pense qu'il est temps de le voir à moitié plein. Et bien même ici, de le voir totalement rempli dans le cadre de ce forum. Merci Léo Apotheker. Je vous remercie. Je vous laisse